bah super. Comme on disait, on va faire la minute de stage à la façon de stage. Mais c'est pas le stage qui va la faire. Il y a un blanc. Un blanc? Exactement. En plus, ça fait longtemps, hein. Oui. Longtemps qu'on s'est vu. Oulala, ça fait longtemps. Et donc, on avait parlé de quoi? Bah, vous allez me dire de la vacuité. Ouais, l'interdépendance, vacuité, Les tournesols qui ni n'existent pas. absolutisme. Ah, on avait parlé de ça. Oh là là, les tournesols qui n'existent pas. Donc, les tournesols qui n'existent pas peuvent être produits alors. Ah, c'est C'est ça, oui. ça. C'est la question, oui. Ok, vous avez dû passer de super semaines entre-temps. Ah oui. Bon, et ben alors, de quoi on va parler? On va continuer un petit peu avec ce que dit sa sainteté dans au-delà de la compréhension intellectuelle, il y a des points très importants. Donc, juste avant, en effet, il y avait la corrélation entre l'interdépendance et la vacuité, avec des citations. Il y avait, comme il n'est aucun phénomène qui ne soit dépendant, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Donc ça, c'était en effet la strophe 19 du chapitre 24 de Hare Nagarjuna. Et juste avant, quand sa sainteté parlait de la désignation, ouais, la désignation relative, etc., c'était la strophe 18. Ok. Et donc, voilà, on avait parlé de ces arguments, et surtout en particulier sur l'argument le roi des raisonnements, qui est Le roi des raisonnements. le roi des raisonnements, petite musique d'ascenseur. En fait, on avait vu que la plupart des raisonnements éliminent l'existence inhérente, vous êtes d'accord? Chez les Prasangika, mais la plupart ne réaffirment pas l'existence dépendante. Ouais. Donc la plupart des raisonnements madhyamika ou prasangika madhyamika réfutent l'absolutisme, mais ne réfutent pas nécessairement le nihilisme. Ouais, La production interdépendante? ouais, exactement. Et donc en fait, il y a le roi des raisonnements qui est je suis vide d'existence inhérente parce que je dépends de plein de choses. Ouais. C'est ça, Et oui. donc voilà, on pouvait éliminer l'absolutisme et le nihilisme en même temps. Ok, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des raisonnements. Ouais, c'est ce que dit sa sainteté. Il dit que l'argument doit être complet si on a en effet éliminé l'existence inhérente, mais aussi prouvé comment les choses existent. Et c'est plus difficile en fait. C'est plus difficile de prouver comment les choses existent en fait. Ok, donc on va essayer de voir cette partie-là, au-delà de la compréhension intellectuelle. C'est quelle page chez vous? 146. 146. 146. Ok, moi je suis à 163. Waouh. Ok. Très bien. Donc la compréhension intellectuelle de la vacuité est différente de la réalisation totale de la vacuité, au sein de laquelle il n'y a pas de connaissance des origines interdépendantes des choses. Ouais, ça veut dire que quand on essaie d'analyser la vacuité et qu'on emploie ce raisonnement roi de l'existence dépendante, en effet, on a dans notre conscience conceptuelle la vacuité et le phénomène qui existe en dépendance. Donc la vacuité du phénomène et son existence dépendante. D'une certaine manière, on peut associer les deux facilement quand c'est conceptuel. Mais quand c'est une réalisation non conceptuelle, là, les conventions n'apparaissent plus. Et là, et là, c'est le drame. Les conventions n'apparaissent plus, ça veut dire qu'il n'y a même plus cette distinction sujet-objet. Moi qui médite, imaginons Arya Nagarjuna, il ne dirait pas moi qui médite, ma conscience qui médite et la vacuité d'un autre côté. C'est les deux sont mêlés de manière indivisible. Il n'y a même pas l'apparence ou l'appréhension des conventions. Ok. Et donc, dans un sutra cité dans le compendium des sutras, donc ça doit certainement être le sutra Samuccaya de Arya Nagarjuna, parce qu'il a prouvé non seulement la vacuité du point de vue des écritures, mais aussi du raisonnement. Ouais. Donc, il a donc les écritures, donc ça a été traduit en français, ça s'appelle le livre de la chance. Je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé ce titre-là, allez savoir. Le livre de la chance. Ok, peut-être parce qu'on a du bol quand on le trouve dans un rayon de bibliothèque. Et donc, c'est le Sutra Samuccaya, donc c'est un compendium effectué par Arya Nagarjuna lui-même pour prouver la vacuité du point de vue des écritures par rapport à ce que dit le Bouddha. Et bien sûr qu'après ces traités dialectiques, c'est pour prouver la vacuité du point de vue des raisonnements. Ok,
Très bien, donc dans son compendium des sutras, le Bouddha dit que si dans notre méditation sur la vacuité apparaît un élément d'affirmation, le plus infime soit-il, tel que ceci est la vacuité, où les choses doivent exister, nous sommes toujours en proie à l'attachement. Ah, ok. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on dit qu'on essaie de méditer sur la vacuité, d'abord on le fait conceptuellement. On dit cette table n'existe pas de manière inhérente. Donc, comme vous le savez, on est sur les placements de l'attention, ouais, sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Et d'ailleurs, un point intéressant par rapport aux phénomènes, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on a eu un cours de préordination ici, parce qu'il y a eu des ordinations à Nalanda, et la vénérable Thupten Chodron a intervenu que vous connaissez bien sûr, parce que j'en parle souvent. Elle a fait des livres avec la Sainteté Dalai Lama. Et donc, c'est une moniale incroyable, vraiment incroyable, elle est juste incroyable. Et à un moment donné, elle parle des placements de l'attention. Et j'ai pensé à la question de Stache l'autre jour qui parlait justement comment est-ce que, c'est quoi les phénomènes, le quatrième placement de l'attention. Elle dit en particulier les facteurs mentaux. Ça, c'est intéressant. Donc, bien sûr que quand on analyse les sensations, les sensations, c'est aussi des facteurs mentaux, mais quand on analyse les phénomènes, le placement de l'attention sur les phénomènes, c'est tous les autres facteurs mentaux qu'on n'a pas évoqués avant. Et donc, bien sûr, pas les consciences principales non plus, puisque ça, c'est le troisième placement de l'attention. Donc, comment est-ce qu'on analyse les facteurs mentaux, en particulier les afflictions? Oui, bien sûr. Donc, c'est intéressant, ouais, cette remarque. OK. Et donc, comme vous le savez, on est sur ces quatre placements de l'attention. Là, on est toujours sur le corps, et après, on verra les sensations, etc. Et donc, la Sasanté dit ça, on essaie de trouver une négation non affirmative. Oui, parce que si, d'ailleurs, c'est le Bouddha aussi qui le dit, si c'est pas une négation non affirmative, s'il y a quelque chose qui est affirmé, dans ce cas-là, il y a l'opportunité de saisir, de s'agripper, de se crisper sur l'existence inhérente de quelque chose. Ouais. Donc c'est pour ça la vacuité doit être une négation non affirmative. Mais quand on raisonne, comme on vient de le dire, avec le raisonnement roi de l'existence dépendante, on dit par exemple, mon corps est vide d'existence inhérente parce qu'il dépend de plein de choses, des causes et des conditions, de ses parties, etc. On a une réflexion, et donc c'est conceptuel, on appréhende la vacuité conceptuellement. Et donc même quand on appréhende la vacuité conceptuellement, la vacuité apparaît comme si elle existait de manière inhérente à notre conscience conceptuelle. Même si on comprend l'absence d'existence inhérente, cette absence d'existence inhérente apparaît à notre conscience conceptuelle comme si elle existait de manière inhérente. Ouais. C'est pourquoi, au tout début du texte, Shantideva dit que la vacuité n'est pas un objet de la conscience, n'est pas un objet de la conscience conventionnelle, la conscience conceptuelle. Ça veut dire qu'elle est véritablement l'objet d'une perception directe. On ne la comprendra totalement et parfaitement que lors d'une perception yogique. Ouais. Et là, il n'y aura même plus l'apparence d'existence inhérente, il n'y aura pas de saisie de quoi que ce soit ayant une existence inhérente. Mais Ça, forcément, c'est chouette, ça. dualité. Hein? Puisqu'il n'y aura pas de dualité, forcément, il n'y aura pas de saisie. Exactement. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que si on se satisfait d'une compréhension intellectuelle, ça ne peut pas suffire parce que déjà la vacuité apparaît comme si elle existait de manière inhérente, même si on n'adhère pas à cette apparence. Mais elle continue d'apparaître à notre conscience conceptuelle comme si elle avait une existence inhérente. Et en plus, quand on raisonne, c'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans le Grand Lamrim, il dit qu'on a de toute façon le substrat de la vacuité qui est appréhendé par notre conscience conceptuelle. C'est-à-dire qu'on dit « je n'existe pas de manière inhérente ». Mon corps n'existe pas de manière inhérente. Ouais, donc dans notre conscience conceptuelle, il y a la vacuité, d'accord, mais aussi le phénomène qualifié par cette vacuité. Donc, ce n'est pas totalement une simple négation. C'est sûr. Ouais. Ouais, ça vous parle? C'est un peu bien. Non, mais Non, je sais bien, mais moi, j'ai du mal avec les négations non affirmatives. De toute façon, j'ai toujours du mal avec tout ce qui est négation. Oui. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un problème avec ça. Donc, j'arrive pas. Je sais que moins plus moins, ça fait plus, mais tu vois, quand tu dis négation non affirmative, j'ai beaucoup de mal. Il faut que je réfléchisse, mais des fois, ça prend du temps. J'arrive pas à. Ouais. Après, je comprends hein, que pour éviter l'attachement, et on est toujours obligé d'être dans la négative.
Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas cette gymnastique d'esprit, malgré que j'ai déjà lu plein de livres et tout ça. Mm. Moi, j'arrive pas, il me faut du temps, je sais pas. Après, c'est peut-être, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais tu vois, entre une négation affirmative et une négation non affirmative, j'arrive pas à faire la différence. Oui, 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 tout à fait. C'est pas si simple, hein, parce que une négation, c'est quand dans notre esprit, quand notre conscience conceptuelle élimine quelque chose. Ouais, quand on élimine quelque chose explicitement. Ouais, ça veut dire que si on dit à Je comprends, mais cette, c'est le reste, oui. si on dit cette table, est-ce que c'est une affirmation ou une négation? Là, c'est une affirmation, oui. Ouais, exactement. Si on dit cette table qui n'est pas ronde, Là, je sais pas. si on dit cette table qui n'est pas ronde, Je sais que c'est une négation, mais de là à dire Négation affirmative, affirmative. affirmative, je sais pas. négation. Exactement, et c'est une négation affirmative, ouais. Cette table qui n'est pas ronde. Ouais, exactement. Tout à fait. Et si maintenant je dis il n'y a pas de table ronde, Ça, c'est une affirmation. ah oui? Ok, C'est une donc affirmation. j'affirme qu'il n'y a pas de table ronde. Ça, on Donc, c'est l'affirme. une affirmation. Ouais. Mais est-ce qu'on affirme quelque chose en lieu et place des tables rondes? Ah non. En effet, ouais. On Non. n'affirme rien. On dit il n'y a pas de table ronde. Oui. Donc, j'affirme qu'il n'y a pas de table ronde, c'est une négation affirmative. En fait, c'est une simple négation, une C'est négation non affirmation. affirmative. Parce que, quoi qu'il en soit, on affirme toujours, même quand on dit non, on dit non, par exemple, si je dis négation, j'affirme une négation, non? Mais on affirme toujours quelque chose, ouais. Donc c'est pas le sujet, c'est pas est-ce que c'est affirmé ou pas, parce que de toute façon, on affirme toujours quelque chose. On dit non, on dit vacuité, on dit négation, etc., etc. Donc on affirme toujours quelque chose. Mais en fait, c'est pas ça le propos de voir si c'est une négation affirmative ou pas. C'est est-ce qu'en lieu et place de ce qui est nié, est-ce qu'on affirme quelque chose? Mais tu ne remplaces pas la table par autre chose. Exactement. D'accord. Si je dis il n'y a pas de table ronde aujourd'hui, Ah, là, c'est pas non affirmatif. ouais, ça sous-entend qu'il y Que en hier, a. hier ou Hier, demain. il y en avait une. Ouais. Qu'hier, il pourrait y en avoir une, ou que demain, on en attend une, etc. Donc, en général, il peut y en avoir une, mais qu'aujourd'hui, on l'exclut. Ouais. Si on dit il n'y a pas de table ronde dans cette pièce de Nalanda, on a tendance à se dire, en effet, dans les autres pièces, il peut y en avoir une. Hein. Et salut Rosemary. Salut Rosemary. Coucou. Bonjour, Rosemary. Et tu vas pouvoir répondre à ce dilemme. Donc, on essaye de creuser le truc entre les négations affirmatives et non affirmatives. Tu as bien fait de venir. Hein. Ah ouais? Là, Par si tu exemple, dis, par exemple, dans un temple, moi j'aime bien l'histoire de Mogwai dans le temple. ok. J'aime bien cette histoire-là parce que en fait, quand on dit il n'y a pas de, en fait, bon, là on prend le chien n'est pas dans le temple. Oui. Donc ça veut dire que le chien n'est pas dans le temple. Ça veut dire qu'il n'a jamais, on va dire qu'il n'a jamais été dans le temple. Donc ça c'est une négation non affirmative parce qu'il n'y a pas d'alternative, c'est ça? Alors en fait, en effet, on n'est pas en train d'affirmer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place du chien. Donc en effet, c'est une négation non affirmative. C'est-à-dire que même si on parle du temple, le temple lui-même n'est pas affirmé en lieu et place du chien. Ouais, le temple, c'est juste l'endroit où ça se passe, où se trouve cette négation. Ouais. Et donc c'est pourquoi le temple, on ne pourrait pas dire que le temple serait ce qui est affirmé en lieu et place du chien. Si, si on disait il n'y a pas de chien, mais il y a un chat, dans ce cas-là, oui, on dirait le chat est affirmé. Ouais. Si on dit dans le temple, il n'y a pas de chien, mais il y a un chat, ce ne serait pas le temple qui serait affirmé, ce serait le chat, ouais. Hmm. Ouais. Le temple, c'est juste l'endroit où se trouve la négation, où se trouve l'affirmation, etc. Ouais. Ok. Donc si on dit un temple sans chien, Mhm. là, ça devient une négation affirmative, parce qu'on affirme le temple. Hmm. Par contre, si on dit il n'y a pas de chien dans le temple n'est pas ce qui est affirmé en lieu et place de la négation, de l'objet de négation.
c'est le lieu où se trouve la négation. Ah, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on formule les choses. Ouais. Si par exemple on dit, bon, on va parler au dentiste, Mhm. on va dire que quelqu'un n'a pas de carie. Oui, Ça, c'est une négation non affirmative. c'est une? Une négation non affirmative. Cette Mhm. personne n'a pas de carie. Ah oui, parce qu'il n'y a pas Ouais. d'alternative. Là, L'alternative, c'est qu'il y a des caries, mais pour cette personne, il n'y en a pas. Exactement. et on ne dit pas si elle a des dents ou pas. Il peut très bien Oui, y avoir exactement. quelqu'un qui est édenté et qui n'a pas de carie. Mais tu peux avoir Exactement. quelqu'un qui a des chicots, qui n'a pas de carie. Enfin, tu vois, c'est ça, quoi. On ne remplace pas le il n'y a pas de carie par quelque chose. Oui. Par contre, si on dit cette dent, les dents de cette personne sont sans carie, on a Ah, les dents qui sont affirmées et les caries qui sont exclues. Et donc, on a une négation affirmative. ça Ou va si on, aller, je sais que ça va aller. si on dit un soda sans sucre ajouté, un jus de fruits sans sucre ajouté, on Mhm. a le jus de fruits qui est affirmé. Et qu'est-ce qui est nié? Le sucre ajouté, non? Hmm. D'accord. Donc ça, c'est une négation. Affirmative. Parce qu'on D'accord. affirme quelque chose, on affirme le jus de fruits. Mhm. Ouais. Par contre, si on dit, si on dit, bah oui, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chien dans le temple, Mais là, si tu prends l'exemple du soda avec du sucre, tu peux trouver avec ça une négation non affirmative? tout à fait. Je n'ai plus de soda. Je n'ai plus de soda, c'est une négation non affirmative. Exactement, parce qu'on ne dit pas ce qu'on a. D'accord. Ouais, Ok, c'est super. je vais y réfléchir. Mais je vois déjà le truc. J'ai les deux exemples, ça va me permettre d'avancer. Oui, bravo, ça c'est C'est super. c'est Ah, pas, parce que- c'est pas la saison Oui, 1 ou 2 du débat où on avait négation et affirmative et non affirmative. oh, ça c'est Peut-être tout à fait possible. tu trouveras des exemples là-bas. Oui, D'accord. Je vais regarder ça, oui. ouais. Prends 3 aspirines avant. Oui. Mm. Avant et après. Sûr après. Parce qu'en effet, les négations, c'est vraiment intéressant parce que si on regarde du point de vue de la tradition hindoue, par exemple, les négations, c'est juste des formulations. Ouais, par exemple, il y a marqué sur leurs règles des brahmanes, ils ont des règles, sur le livre de règles, sur le livre de leur éthique, il y a marqué les brahmanes n'ont pas le droit de boire de la bière. Ouais. Mais et donc pour eux, cette négation, c'est une négation, mais sûrement uniquement formulée, une verbalisation. C'est ça une négation. Et c'est ce qu'on entend en général dans en Occident. Si vous regardez sur un dictionnaire, peut-être que si vous regardez négation, vous verrez peut-être quelque chose qui est formulé. C'est possible. Il faudrait que je vérifie. Juste une question. Quand tu dis je n'ai Mais pas de soda sans sucre, tu as dit que c'est une négation affirmative. Ça veut pouvoir dire que tu as des sodas. si j'ai un soda sans sucre, hein, si un soda sans sucre ajouté, le soda est affirmé. Ouais. Je ne suis pas en train de dire je n'ai pas de soda sans sucre. Sinon, là, j'ai deux négations. Hein. Si Donc je je n'ai dis pas de soda sans sucre, c'est deux négations, donc c'est une négation non affirmative. Alors, en fait, si je dis que je n'ai pas de soda sans sucre, ça peut vouloir impliquer que j'ai du soda avec sucre. D'accord. Donc du coup, qu'est-ce que c'est dans le tu as dit Donc là, ouais, je n'ai pas la négation affirmative, c'est un soda sans sucre. Un soda sans sucre ajouté ou un soda sans sucre, bon, c'est pas vraiment un soda en même temps, un soda sans sucre. Ceux qui vendent des sodas, ils veulent vendre du sucre. Désolé. Donc, on va dire un jus de fruits sans sucre ajouté. Un jus de fruits sans sucre ajouté. D'accord, ok, oui. Donc, le jus de fruits est affirmé et le sucre ajouté est nié. Oui, donc c'est en fait j'ai un sucre, oui, d'accord, j'ai un soda sans sucre ajouté, ça c'est la négation affirmative. Oui, très bien. D'accord. Bon, c'est bon, j'ai écrit, je vais potasser ça. Maintenant, si on dit je n'ai pas de soda, C'est une je, négation non affirmative. Ça, c'est exactement, ou je ne bois pas de soda, ou etc., etc., ou je n'ai pas acheté de soda, ou je n'ai pas de soda dans mon frigo, etc., etc. Ouais, tout ça, c'est des négations affirmatives. Ouais. Très bien, waouh. Ok, donc pour les bouddhistes, en effet, la négation, c'est plus qu'une formulation, c'est un phénomène en tant que tel. Mm. C'est un phénomène en tant que tel. Ouais, par exemple, cette table en face de moi, c'est une affirmation. En général, c'est une affirmation, parce qu'on ne nie rien explicitement. Par contre, si je dis cette table qui n'est pas à moi,
C'est une négation. Oui. Elle devient du coup une négation. Parce que notre conception l'appréhende en excluant explicitement quelque chose. Donc, du coup, elle devient une négation, comme par magie, tout simplement parce que notre esprit élimine explicitement quelque chose. Mais si on n'élimine rien explicitement, eh ben, le phénomène reste affirmatif. Ouais, cette table est une affirmation en général. Mais si je dis cette table qui n'est pas ronde, ou cette table qui n'est pas à moi, etc., dans ce cas-là, on a une négation. Cette table, la négation n'est pas qu'une verbalisation. La négation, c'est la table elle-même dans ce cas-là. Ouais, bravo. Et donc la vacuité, c'est une négation. Et la vacuité, c'est une négation affirmative ou non affirmative? Non. Non affirmative, exactement. Waouh, super. C'est tout à fait ça. Parce qu'on dit la table est vide d'existence inhérente. Ouais, donc le vide d'existence inhérente se trouve dans la table, exactement comme le chien, l'absence du chien se trouve dans le temple. Ouais. Si on dit la table est totalement dénuée d'existence inhérente, en effet, on a la vacuité de la table. Mais on pourrait dire, l'idéal pour avoir une négation non affirmative, c'est de dire il n'y a pas de table inhérente. Là, on est sûr, en effet, que c'est bien une négation non affirmative. Parce que si on dit la table est vide d'existence inhérente, on aurait tendance à se dire c'est une négation affirmative dans ce cas-là. Oui, parce que par exemple, dans le Dzogchen, on avait parlé de ça. Il y a quelques temps, peut-être c'était à la fin des deux vérités, on en avait parlé, ouais. Dans le Dzogchen Pachenpo, dans le Dzogchen, dans la tradition Nyingma, on dit que c'est la vacuité de l'esprit, la vacuité d'existence inhérente de l'esprit. Et donc, d'après sa sainteté Dalai Lama, et pour Geshe Dreyfus et pour d'autres, ça semble vouloir dire que la vacuité dans la tradition Nyingma est une négation affirmative. Parce que c'est toujours l'esprit et la vacuité qui sont, l'un est affirmé, et l'existence inhérente de ce phénomène est niée. Donc on a une négation affirmative, ouais, ça semble être le cas. Mais en fait, c'est juste une autre façon de pratiquer la vacuité, tout simplement. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, quand on parle de la vacuité de l'esprit, c'est une totale absence d'existence inhérente qui se trouve où? Dans l'entité de l'esprit. Et donc, dans ce cas-là, on peut le comprendre comme étant une négation non affirmative, comme exactement l'absence de Mogwai dans le temple. Le temple n'est que le lieu où se trouve cette absence. Ouais. C'est intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. Parce que l'absence de Mogwai dans le temple et le temple seront peut-être deux entités différentes, d'une certaine manière. Alors que la vacuité de l'esprit ou la vacuité de la table et l'esprit et la table sont une même nature, une même entité. C'est ça qu'il faut voir. On ne peut pas avoir la vacuité de la table sans la table. On peut avoir l'absence de Mogwai ailleurs que dans le temple. Ouais. Donc c'est là où on peut les séparer, en fait, d'une certaine manière. Ouais. Alors que la vacuité de la table et la table, on ne peut pas les séparer. On peut les distinguer que conceptuellement. Ouais. Waouh, alors ça, c'est magnifique. Ok, très bien. Et donc, on est toujours page 146 pour vous, c'est ça? Oui. Ok, très bien, 163 pour moi. Ok, très bien. Et donc, en effet, dans l'égalisation méditative, il n'y a pas cette affirmation « ceci est la vacuité, les choses doivent exister », etc. Il n'y a pas toutes ces affirmations. Ouais. L'existence même de la vacuité n'est pas affirmée en absorption méditative sur la vacuité. Bon, normalement, conceptuellement, c'est déjà le cas. Mais quand c'est un yogi qui réalise directement la vacuité, un arya, c'est encore moins le cas. Il n'affirme même pas l'existence de la vacuité. C'est-à-dire que l'existence de la vacuité n'apparaît même pas, parce que c'est une convention. Il n'y a que la vacuité qui apparaît. Ah, alors ça c'est vachement profond. Ok. Et donc, si on dit en effet ceci est la vacuité, les choses doivent exister, etc., alors qu'on est censé méditer sur une simple absence, nous sommes toujours en proie à l'attachement, dit sa sainteté. Le contenu cognitif de nos expériences méditatives sur la vacuité doit être totalement absorbé au sein de la négation pure, la négation non affirmative. Ouais. L'absence d'existence intrinsèque
il ne doit y avoir aucun élément d'affirmation au sein de cet état méditatif. Ouais. Donc ça, bien sûr que là, on parle de la réalisation directe de la vacuité. Ouais. Parce que sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, si on pense à la vacuité, si on médite conceptuellement sur la vacuité, bah, il y a une affirmation et il y a une négation d'une certaine manière. On essaie d'être focalisé sur ça. Dépend comment on le formule. Si on dit la table ou mon corps ou mon esprit est vide d'existence inhérente, en effet, on va dire qu'il y a quelque chose qui est affirmé. Mon esprit est affirmé. Et donc l'existence inhérente de l'esprit est niée. Mais si on dit je n'ai pas d'esprit intrinsèque ou je n'ai pas d'esprit inhérent, etc., il n'y a pas du tout d'esprit absolu, dans ce cas-là, oui, on est dans une simple négation. Donc c'est plutôt comme ça qu'on devrait méditer, quand on est dans cette méditation semblable à l'espace, ouais, quand on médite sur le Mahamudra en particulier, mais dans d'autres contextes aussi, quand on médite sur la vacuité, quelle qu'elle soit, que ce soit du corps, de la personne, des autres phénomènes, etc., ou de l'esprit, ça devrait normalement être une simple absence. Et on ressent la différence dans notre méditation, non? Quand on dit mon esprit est totalement vide d'existence inhérente, ou si on dit je n'ai pas du tout d'esprit inhérent. Ouais, on sent la différence, non? Mon esprit est vide d'existence inhérente. Ouais, on affirme l'esprit d'une certaine manière. Mais si on dit je n'ai pas du tout d'esprit, il n'y a pas du tout d'esprit absolu ou d'esprit inhérent, dans ce cas-là, on est dans une simple absence. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça en tout cas. Enfin, bon, après, ça dépend peut-être des différents ressentis possibles. Ok. Donc, cependant, quand vous avez atteint une compréhension profonde de la vacuité, vous arrivez à un stade où vos concepts même d'existence et de non-existence se modifient. Vous constatez une différence marquée dans votre attitude envers les objets qui vous sont familiers, comme dans la perception que vous en avez. Vous identifiez leur nature semblable à une illusion. Ouais, normalement, si on médite, on est censé méditer tous les jours sur la vacuité. Normalement. Il faudrait vérifier si c'est dans les vœux de Bodhisattva. Je ne pense pas, mais en tout cas, dans les vœux tantriques, oui. Dans les vœux tantriques, Tompa Nippon, littéralement, ouais, Tompa Nippon, si on abandonne la vacuité. Ça fait partie des vœux racines tantriques qui sont euh, offensés. Ça fait une offense ou une rupture des vœux tantriques, ouais, si on abandonne la vacuité. Je ne pense pas que ce soit dans les vœux de Bodhisattva. Mais en tout cas, oui, après, il y a peut-être dans les vœux secondaires des Bodhisattvas par rapport à ce qui relève de la sagesse. Donc, dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose qui renvoie à la vacuité, etc. Il faudrait vérifier, je ne pense pas. Mais dans les tantras, c'est sûr, on est censé méditer sur la vacuité tous les jours. Ouais. Et donc, euh, et non plus on le fait normalement, si on le fait tous les jours, comme dit sa sainteté, ça devrait au bout d'un moment décrisper nos états d'esprit par rapport à notre corps, à notre esprit, à notre personne et aux différents objets, etc., etc. J'imagine, non? Si la Oh, vacuité est oh là, le Wi-Fi, le Wi-Fi. une forme néant, ouais, il faut qu'elle soit bien comprise. Ah, le Wi-Fi, le Wi-Fi! On ne comprend pas. On t'entend pas, ça hache. Et là, ça marche ou pas? Ok, et ça l'a fait à partir d'où? Il y a... Là, vous m'entendez? Oui, là, oui. Ok. Et ok, qu'est-ce que je disais? Et on ne peut pas savoir, hein, c'était haché. Mais juste avant, qu'est-ce que je disais? Tu disais que quand on a une conception conceptuelle de la vacuité, il faut arriver à un moment où on voit les choses comme une illusion. Ah, ok, voilà. Ok, très bien. Et donc, en effet, voilà, on est censé, si on a une bonne compréhension de la vacuité, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne compréhension de la vacuité, si c'est une compréhension de la vacuité qui tend vers le nihilisme, par exemple, là, c'est sûr que, ou qui ne répète pas assez, hein, donc ça veut dire que si on n'est pas suffisamment sur la voie médiane, eh ben, on a toujours ces crispations. Soit on a des crispations qui tendent vers l'absolutisme, on a toujours ces utiles, etc.
Et donc, on n'entame rien, etc. On pourrait même la renforcer d'une certaine manière, clamer et méditer depuis 20 ans, 30 ans, etc. sur la vacuité. Donc, en fait, non, on a médité que sur une forme de non-soi grossier, et donc ça n'a pas duré notre saisie égotique. On pourrait même avoir plus d'affliction à voir. Ça coupe toujours ou pas? Ça coupe? Ça coupe, oui. Allô? Ça coupe. Ah, ok. D'accord. Je vais peut-être changer de Wi-Fi alors. Ouais. Oui, c'est mieux, oui. Alors là, on l'a perdu complet. Oui, il est figé, là. Ah, mais c'est parce qu'il change, peut-être. Oui, je crois qu'il est en train de changer de Wi-Fi. Ou alors il est en absorption, je ne sais pas. Méditatif. Oui, Oui, complètement là. C'est une illusion. On l'a perdu. Ah oui, ah non, il est là. Il arrive, il arrive. J'étais défiguré ou j'ai choisi une drôle de grimace? J'ai figé complètement. J'étais en absorption méditative. Ah, ça serait bien. Ok, donc là je suis sur mon hotspot parce que le Wi-Fi a l'air encore aussi bon qu'avant. Ok. Ok, et là vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Ok, donc l'idéal, bien sûr, c'est de méditer sur la vacuité, mais d'avoir une bonne compréhension de la vacuité, parce que si on tend vers l'absolutisme ou on tend vers le nihilisme, on peut prétendre avoir médité 20 ou 30 ans sur la vacuité, alors qu'on ne fait que soit s'enorgueillir d'avoir fait ça, soit sombrer dans une forme sous-estimation de soi, etc., parce qu'on aura confondu le soi inhérent et la simple personne. Et donc, on aura éliminé les deux, en fait. On aura cherché à éliminer les deux. Soit on n'aura pas suffisamment réfuté et on aura enlevé que les parties très grossières de la conception du soi. Et en fait, il y aura toujours cette conception subtile et encore plus d'attachement, encore plus d'orgueil, de jalousie, etc., etc. Donc, l'idéal, c'est de chercher à comprendre la vacuité, de ne pas se satisfaire de notre compréhension, mais d'analyser encore avec d'autres textes, de beaucoup écouter les enseignements, beaucoup débattre aussi. Ouais, ça, c'est vraiment très important. Très important. Chercher où est-ce que la pousse de tournesol est un non existant ou pas. Ok, très bien. Et donc, si normalement on a une compréhension suffisamment factuellement concordante de la vacuité, si on médite correctement tous les jours, normalement, forcément, on devrait avoir moins de crispation, non? Forcément. Parce que ça va aller à l'encontre de notre saisie innée. Donc, c'est obligatoire. Ça veut dire que si euh, vous êtes persuadé qu'il y a un monstre sous votre lit et que vous regardez encore et encore qu'il n'y a pas de monstre sous le lit, il ne peut plus y avoir cette même crispation au bout d'un moment. Ouais, puisque la seconde observation est en accord avec la réalité. C'est une cognition valide. Alors que la première observation, entre guillemets, c'est une erreur, c'est une conception fausse, etc., etc. Ouais. Ouais. Mhm. Réfuter le non-soi subtil, c'est possible, ça? Enfin, d'arriver. Ceux qui ont une perception yogique des choses, c'est eux qui arrivent à réfuter le non-soi subtil, c'est ça? Là, à réfuter le soi subtil, ouais. Oui, le soi Oui. subtil, pardon, oui. Et du coup, Oui. oui, c'est ça. Exactement. Ça veut dire que, alors bien sûr qu'il peut y avoir des réalisations yogiques de l'impermanence subtile ou de l'absence de soi autosuffisant et substantiel, donc le soi grossier. Donc cette compréhension de l'absence de ce soi grossier. Et donc c'est quand même une réalisation yogique. Pour les prasangikas, les personnes qui ont ces réalisations yogiques ne sont pas encore des aryas. Mhm. C'est-à-dire que pour être un arya, il faut avoir la réalisation directe, non conceptuelle, de la vacuité de l'existence inhérente, du non-soi le plus subtil. Mhm.
Ouais. Donc Mais il ça, n'empêche que, comme dit sa sainteté, il faut d'abord déconstruire le soi autosuffisant et substantiel, parce que la plupart du temps, on est plutôt empêtré dans cette saisie du soi autosuffisant et substantiel, ouais, ouais. dans cette saisie du soi grossier. Ouais. Donc il faut commencer par le grossier, en fait, le plus facile. Ouais. Même si le plus facile, entre guillemets, parce que si on pose la question à des bouddhistes, c'est quoi le soi autosuffisant et substantiel? Même des gens qui ont fait des basic programmes et des masters programmes, il y a c'est rare de trouver des réponses. Enfin, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vu ici. Mais après, peut-être dans les grandes universités monastiques, chez les Gelugpa ou ailleurs, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'ils ont bien compris que parce qu'ils ont vraiment suivi le cursus depuis le départ avec les Sautrantika, les débats, l'orique, la logique, etc. Et dans ce cas-là, oui, ils comprennent ce que veut dire autosuffisance substantielle. Ouais. Mm. Et sinon, nous, la plupart du temps, en Occident, on se précipite à lire des textes comme celui de sa sainteté, etc., ou plein de textes sur le Prasangika, parce qu'on dit c'est la vue ultime. Donc on n'a pas besoin de se prendre le chou à étudier les vues plus basiques, mais les vues plus basiques nous aident à comprendre ce qu'est le soi grossier du point de vue de la vue ultime. Ouais. Et donc c'est important justement déjà dans notre ressenti aussi, comment est-ce qu'on fait la différence au quotidien? Ouais, parce que c'est pas facile non plus hein, de faire la différence. Est-ce que là, si j'ai une émotion, par exemple une émotion malsaine, par exemple un moment de colère, un moment d'orgueil, un moment de dépression, d'angoisse, je ne sais quoi, est-ce que c'est à cause de ma saisie grossière ou ma saisie subtile? c'est grossière. Et la plupart du temps, ouais, c'est ce que dit sa sainteté, ouais. Souvent, c'est à cause de la saisie grossière. Et donc, il faut d'abord s'attaquer à celle-ci pour ensuite aller vers le plus subtil et éliminer même l'existence inhérente. Ouais, parce que c'est à cause de la saisie d'existence inhérente qu'on va avoir la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne. C'est parce qu'on a la saisie la plus subtile, donc d'abord des agrégats, la saisie la plus subtile, la saisie d'un soi le plus subtil des agrégats. À cause de ça, on va saisir le soi subtil de la personne. Et à cause de cette saisie du soi subtil de la personne, on va avoir la saisie du soi grossier de la personne. Donc on peut voir que ça fait un peu comme des dominos. Donc il faut s'attaquer au plus grossier, au plus, au moins difficile à éliminer. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Ok, donc ça demande beaucoup. Ceux qui ont éliminé le soi grossier ne s'énervent pas, ils sont toujours équanimes et enfin voilà quoi, c'est ça. Alors, pas nécessairement. Ils peuvent encore avoir des afflictions subtiles, des afflictions associées à la saisie du soi inhérent. C'est ça le Ils vont problème. s'énerver ou pas? C'est-à-dire que si les afflictions cessaient avec l'élimination du soi. Ouais, vas-y. Allô, vas-y. Non, je Oui. disais si les gens, ceux qui ont réalisé le non-soi, qui ont éliminé le soi grossier, en fait, est-ce que c'est des gens qui ne s'énervent plus? Alors, normalement, ils doivent s'énerver encore. Ça va alors. C'est-à-dire qu'on a de la marge. C'est-à-dire que ils peuvent s'énerver à cause de la saisie subtile de soi, de la personne et des phénomènes. Hélas, ouais, ça veut Si dire on ne qu'il faut pas. s'énerve pas du tout, ça veut dire qu'on a réussi à tout éliminer. Si vraiment on ne s'énerve plus, dans le sens, c'est pas qu'on fait en sorte de se retenir, c'est que ça veut dire qu'on ne doit plus du tout même ressentir un énervement ou je ne sais pas, ou quelque chose. Oui, Oui, ou alors que si on le ouais, ressent, donc ça on veut dire qu'en effet. ne le saisit pas. Mm. Mm. Oui, et puis il ne faut Parce que pas tomber normalement, dans le nihilisme, dans le sens, je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus rien, parce qu'il y a ça aussi. exactement, ça veut dire que la personne qui a éliminé toutes ces afflictions ou qui élimine progressivement, d'ailleurs, ça Sainte en parle, après, il parle des vraies voies et tout ça. Euh, Ces personnes ont des sentiments, mais des sentiments extrêmement plaisants, extrêmement salutaires, extrêmement vastes, d'amour, de compassion, de joie, de sens de l'humour, de félicité, etc., etc. Ouais. Ça peut être aussi bien sûr pourquoi. Hein. Pardon, il y a un nom qui me vient à l'esprit là. C'est Vénérable Charles. Oui. Tu le Alors, connais? est-ce qu'il a éliminé Non, je toutes sais ces pas, mais afflictions? Je ne sais pas. c'est comme il est, je sais pas. Pour moi, c'est limite un bodhisattva.
Et donc, en effet, et donc si bodhicitta est très présent dans le cœur, etc., ces personnes sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus détendues, etc. Mais il y a des contre-exemples. Par exemple, il y avait, je crois que c'était Ngulchu Tormesambo. Je crois que c'était celui qui a composé les 37 pratiques des Bodhisattvas. Ngulchu Tormesambo. Je crois que c'est lui, mais il faudrait vérifier. Qui pleurait tout le temps. C'était le lama qui pleurait tout le temps. Parce que il pleurait à cause de la compassion qu'il avait vis-à-vis de tous les êtres, etc. Ouais. Donc il avait même supplié ses disciples que quand il mourrait, il fallait qu'il l'enterre la tête en bas pour aller dans les enfers et aider tous les êtres dans les enfers, etc. Bon, bien sûr, ses disciples n'ont jamais fait ça. Et en fait, il pleurait parce que c'était toujours à cause de la souffrance des êtres qu'il constatait. Mais la plupart du temps, ça c'est vraiment le contre-exemple. La plupart du temps, les bodhisattvas sont extrêmement joyeux, même s'ils ont une compassion, bien sûr, cette compassion qui est dérangeante, parce que constater la souffrance des autres, c'est un peu dérangeant, bien sûr, il y a un sentiment d'inconfort, mais juste derrière, comme dit sa sainteté, il y a une force intérieure très puissante. Ouais, parce que les bodhisattvas, forcément, ils ont un sens dans la vie. Quel est le sens qu'ils ont dans la vie? Les autres. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y aura toujours les autres. Et donc, les bodhisattvas ne se sentent jamais seuls, jamais angoissés, ils n'ont jamais le cafard, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont entièrement tournés vers les autres. Ils sont tournés vers les autres. C'est magnifique, ça. Ils ne se sentent jamais seuls. Ils ont trouvé un sens à leur vie. Comment est-ce qu'on pourrait être déprimé quand on a trouvé un sens dans sa vie? Voilà. Et donc, mais quelqu'un peut être un bodhisattva sans avoir éliminé encore ses afflictions. Ça veut dire que bodhicitta va purifier beaucoup, beaucoup de karma négatifs, etc., va donner un sentiment de joie et une qualité de vie totalement différente. Mais il faut encore faire le boulot d'éliminer les voiles grâce à la sagesse de la vacuité, sous le pouvoir de cette motivation de bodhicitta. Et là, ça demande de parcourir ces différentes voies que mentionne sa sainteté. Ouais. C'est justement dans la suite ici. Hmm. Si vous voulez, on peut regarder s'il n'est pas trop tard. Non, ça va, on peut regarder. Oui, oui, Ok. oui. Donc on peut regarder ça. Donc il parle de cette compréhension des choses semblables à l'illusion. Ouais, il y avait une série à l'époque, je crois que c'était dans les années 90, qui s'appelait Kyle XY, avec Sam Ten, enfin avec Namgyel, on en parlait des fois. Et on trouvait cette série vraiment super parce que le regard de la personne, du héros de l'histoire, c'est quelqu'un qui, comment vous expliquer? Quelqu'un qui a le regard d'un enfant en fait. Qui a été, c'est un être humain qui a été trafiqué, etc., dans cette série. Et donc, le héros de l'histoire, c'est un jeune adulte, mais qui a le regard d'un enfant. Tout est nouveau. Et donc, c'est un petit peu comme ça, j'ai l'impression, que ce regard semblable à l'illusion, etc. Comme si tout était nouveau, comme si on regardait les choses avec une autre perspective. C'est intéressant. Mais bon, après, ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est juste parce qu'on était addict à des sensations avec les séries de science-fiction. Ok. Ok, très bien. Donc, semblable à l'illusion. Très bien. Donc, comme dit sa sainteté, en fait, quand vous atteignez une réalisation profonde de la vacuité, vous n'avez pas besoin d'efforts supplémentaires pour voir les choses ainsi. Elles vous apparaissent spontanément et naturellement comme ayant la nature de l'illusion. On ne dit pas que les choses sont des illusions, attention, hein. On ne dit pas que tout ce qui existe est comme le serpent appréhendé en lieu et place de la corde. Parce que si c'était le cas, là, ce serait nihiliste. Ouais, vous êtes d'accord? Hmm. Parce que est-ce qu'il y a un serpent en lieu et place de la corde? Non. Non, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. On pourrait le conjuguer à tous les temps, au subjonctif, etc. Il n'y a pas, il ne saurait y avoir de serpent en lieu et place d'une corde. C'est impossible. Et donc, si on disait, et donc le serpent en lieu et place d'une corde, c'est une illusion. Hmm. Si on dit que les choses et nous-mêmes sommes des illusions, alors là, on est à côté de la plaque. Ouais, parce que si on arrive avec la lampe torche, qu'est-ce qu'on constate? L'absence pure et simple du serpent en lieu et la place de la corde. Et si on arrive avec la sagesse de la vacuité, la sagesse d'un Bouddha, etc., la lampe torche, hop, on disparaîtrait. Si nous étions comme le serpent en lieu et place de la corde. Si nous étions des illusions, on disparaîtrait quand la cognition valide vient observer ce qui se passe. Et ce n'est pas le cas. Surtout pas, oulala, oulala, il y en a qui ont essayé. Ok. En fait, il Donc, faut regarder les gens comme si à travers une vitre. oui, exactement, comme une illusion. Ouais, il y a par exemple certaines pratiques
que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai jamais essayé, mais j'aime beaucoup l'idée en tout cas. C'est de faire une pratique tantrique ou de visualiser son maître, etc., qui est sur un miroir. Bah, comme là, par exemple, le Bouddha, et imaginons qu'il serait derrière moi, et en face de moi, il y aurait un miroir. Et donc, Mm. je verrais le Bouddha à travers le miroir. Ouais. Et Mm. donc, dans certaines pratiques, ils mentionnent ça. Ils disent comme si votre maître ou comme si votre yidam était vu à travers un miroir. Donc ça, ce serait peut-être, si un jour, si je fais une retraite plus longue, peut-être que j'essaierai de faire ça. Bref. Mm. Et des fois, on a la chance que ça arrive parce qu'on a une fenêtre en face. Bah, par exemple, j'ai une fenêtre juste en face. Et donc, ici, j'ai l'impression que juste en face, ouais, ça le fait un peu en fait. Il faudrait juste décaler la tanka. Et donc, on a l'impression que le Bouddha est juste en face, ouais. Mais en fait, non, c'est juste un reflet. C'est juste un reflet. Et donc, il faudrait voir les choses un petit peu comme ça. Que les choses ne sont pas totalement inexistantes. Il y a bien le reflet du Bouddha, il y a bien l'image du Bouddha, mais semblable à un reflet. Ouais. Et donc, ça décrispe énormément. Ça décrispe, mais on ne tombe pas dans le nihilisme pour autant. On n'est pas en train de dire il n'y a pas d'image du Bouddha. Bien sûr qu'il y en a une. Ouais. Ok, ça c'est intéressant. Très bien. Donc, plus votre compréhension s'approfondit pour devenir une expérience complète de la vacuité, plus vous êtes capable de confirmer la vacuité des phénomènes simplement en réfléchissant sur les origines interdépendantes. En outre, la certitude de plus en plus forte de la vacuité renforce votre conviction de la validité de la loi de cause à effet. Bon, ça, on l'a déjà vu, hein. Donc, on en a déjà vu presque 3 milliards de fois, et j'exagère à peine. Donc il faut essayer de bien comprendre la voie médiane qui est au-delà de l'absolutisme et du nihilisme. Ouais, les choses existent, les causes existent, les effets existent, etc. Le karma existe. Très bien. Et les effets du karma existent. Ouais, donc souvent, il arrive parfois certains traducteurs qui mélangent cause et effet et actes et leurs effets. Mm. Ouais. Au lieu de parler de causalité karmique, ils parlent juste de causalité. Mais c'est pas ce que le Bouddha a enseigné, attention, hein. Le Bouddha a enseigné la causalité et au sein de la causalité karmique. Ouais, donc parfois, il y a certains traducteurs qui assimilent les deux. Et sa sainteté en parle d'ailleurs au chapitre d'après, je crois. Je crois que c'est dans ce livre-là, au chapitre d'après, où il parle de la vacuité en général, pardon, de la causalité en général et de la causalité interne ou du karma en particulier. Ok. Donc ça, c'est juste une petite digression. Très bien. Ok. Ok. De sorte que votre compréhension de la vacuité et celle de l'existence dépendante se renforcent mutuellement, vous faisant accomplir un pas énorme sur la voie de la réalisation. Donc ça, c'est très important déjà, ne serait-ce que conceptuellement, déjà de comprendre que si on voit un phénomène, rien que voir un phénomène devrait engendrer chez nous la compréhension de sa vacuité. Parce qu'on comprend qu'il dépend de plein de choses, qu'il dépend de ses parties, qu'il dépend de causes et de conditions, s'il est impermanent, etc., etc. Ouais. Et donc, c'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects principaux de la voie aussi. Ouais. Ok. Donc, sa santé continue. Vous pourriez penser que lorsque votre compréhension s'approfondit de cette façon, vous avez atteint un tel degré de réalisation que vous êtes sur le point de connaître l'éveil parfait. Ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Ça calme. Ok. À ce stade initial, sur ce que l'on appelle la voie d'accumulation et la voie de l'accumulation, votre compréhension de la vacuité reste le résultat de la déduction. Ouais. En général, on dit que sur la voie d'accumulation, vous connaissez les 3 types de sagesse, ouais, issus de l'écoute, issus de la réflexion et issus de la méditation. Mm. Ouais. Donc celle qui est issue de l'écoute principalement se trouve sur la voie d'accumulation. Celle qui est issue de la réflexion se trouve principalement sur la voie de préparation. Et la sagesse issue de la méditation, surtout sur la voie de vision, etc., etc. Mais après, bon, il peut y avoir des petits détails, des petites différences, etc. Ok. Ouais. Et donc, sa sainteté va en parler justement. Ok. Donc, le résultat de déduction, donc d'inférence, ouais, l'inférence. En l'approfondissant davantage, il est essentiel de développer un autre facteur mental, la faculté de concentrer votre esprit sur un seul point. Parce que l'analyse seule ne peut pas suffire, ouais. Ça, c'est très important. Mais l'analyse peut engendrer la concentration. Ouais, si vous avez déjà joué aux échecs, ou si vous avez déjà joué à Tetris ou je ne sais quoi, n'importe quel jeu où votre analyse doit être présente,
ou même à la belote, ou à n'importe quel jeu où l'analyse doit être présente, ça doit, au bout d'un moment, l'analyse engendre une forme de concentration, non? Ah bah oui. Parfois, on est perdu dans ses pensées quand on analyse la vacuité, si on lit Ariana Nagarjuna, etc., et qu'on est là en train d'analyser, etc., on est vraiment en train de contempler le sens de la vacuité, et cette contemplation engendre une concentration. Ouais, si quelqu'un était en train de parler à l'extérieur, etc., on a complètement zappé, non? Mhm. Ah oui. C'est intéressant. Ça prouve qu'en effet, l'analyse peut engendrer la concentration. Ok, très bien. Et donc, ok. Donc, nous pouvons, en utilisant une approche analytique, parvenir à concentrer notre esprit sur un seul point. Mais il est plus facile et efficace d'obtenir d'abord la stabilité mentale et de réfléchir ensuite à la nature vide des phénomènes. Donc ça, c'est un point important. Ouais, parce que certains ont essayé, certains ont dit que il fallait surtout pas analyser la vacuité d'abord. Il ne faut faire que se concentrer. Mais, mais le problème, c'est qu'on peut se concentrer, les objets d'observation de la concentration, ça peut être n'importe quel objet. Ça Mhm. peut être des vérités conventionnelles et ça peut être une vérité ultime. On peut avoir la vacuité comme objet de concentration, non? Mhm. Mais si on veut avoir la vacuité comme objet de compréhension, il ne faut pas l'analyser avant pour savoir ce qu'elle est? Et forcément. Si, voilà. Donc, ça veut dire qu'on doit analyser, comprendre un minimum ce qu'est la vacuité. Et là, en effet, on peut développer la focalisation en un point, shamatha. Et une fois qu'on aura obtenu shamatha, on pourra à nouveau analyser la vacuité et générer vipassana. Ouais, donc, ça veut dire que certains disent que vipassana n'advient qu'après shamatha. Oui, ce qui est vrai, vipassana n'advient que après shamatha. Mais la méditation analytique doit nécessairement venir avant shamatha. Mhm. Ouais, c'est-à-dire que méditation analytique et vipassana, c'est pas exactement la même chose. Et donc, par exemple, dans certains contextes, dans certains centres, et même ici, hein, ici j'ai l'impression que c'est le cas aussi, dans les cercles bouddhistes, ici ou ailleurs, les gens disent, tiens, je pratique Shiné. Ouais, je vais pratiquer Shiné, je vais pratiquer Vipassana, etc., etc. Mais en fait, en réalité, on pratique une méthode méditative qui va mener vers Shiné, ou qui va mener vers Vipassana. Ouais, mais qui n'est pas encore cela. Parce que l'identification même de Vipassana, c'est cette félicité spéciale, etc., qui est née en dépendance de l'analyse sur la base de son support, qui est shamatha. Ouais, donc Mhm. il faut nécessairement avoir obtenu shamatha si on veut avoir obtenu Vipassana. Ouais. Mhm. Et shamatha, c'est pareil. Shamatha, c'est cette félicité spéciale engendrée par la concentration, la focalisation en un point sur cette félicité spéciale de la flexibilité qui est engendrée en dépendance de la focalisation en un point. Ouais, et donc ça, c'est des états méditatifs extrêmement élevés. Mais quand on ne fait que méditer, par exemple là, on essaie d'analyser, etc., c'est une méditation analytique. C'est pas encore vipassana, mais ça va y mener un jour. Mhm. Et si une fois qu'on a développé une vraie conclusion et qu'on médite focalisé en un point sur la vacuité, on ne pratique pas Shiné, on pratique une focalisation en un point qui un jour deviendra shamatha ou Shiné. Ouais. Ouais. Non, parce que des fois, on a juste les mots qui dépassent un peu le sens de ce qu'on veut dire. Ouais. Parfois, on fait un petit peu de la publicité mensongère. Ouais. Mais Mais de c'est toute juste. façon, perso, hein, dans les méditations, je fais toujours analytique et après la focalisation en point, je retourne à l'analytique et sinon après je Exact. me perds. C'est tout à fait ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ouais. C'est vraiment alterner entre les deux. Ouais. C'est très, très important. Ouais. Exactement. C'est la meilleure façon. Exactement. Très bien, et donc on peut, oui, peut-être qu'on peut terminer là-dessus sur ce passage-là. Ce que dit sa sainteté, il dit, il dit quoi? Euh, ok. Donc on a dit en effet, parce qu'il est plus facile de d'abord développer la concentration en un point et ensuite d'analyser la vacuité. Ouais. Mais comme le mentionne Amatsu Kappa dans les différents lamrim, on peut développer shamatha en dépendance de la vacuité. Ouais, par exemple, dans le Mahamudra de Panchen Rinpoche, c'est ce qu'on essaye de faire. Euh, en fait, non, on essaye de méditer le calme mental sur la base de l'esprit. Et ensuite, Vipassana sur la vacuité de l'esprit. Mais on pourrait tout à fait obtenir shamatha en dépendance de la vacuité de l'esprit. Immédiatement. Pourquoi pas? Enfin, immédiatement, en ayant suffisamment analysé, etc., ce que veut dire la vacuité de l'esprit. Ok, donc ça veut dire que clairement, on peut obtenir shamatha et même vipassana
en dépendance soit des vérités conventionnelles, soit des vérités ultimes. Vipassana n'est pas nécessairement une analyse de la vacuité. Ah! Vipassana existe aussi dans les traditions hindoues où ceux qui développent les concentrations, la forme, le sans-forme, etc., ils ont à un moment donné une analyse des caractéristiques grossières de la sphère du désir et des caractéristiques subtiles ou paisibles de la forme et du sans-forme, et c'est un type de Vipassana. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la vacuité dans ce cas-là. Ok, très bien, très bien. Dans tous les cas, il est essentiel d'atteindre le calme mental ou shamatha, il y a un H après le T. Une fois que vous l'avez atteint, cet esprit stable vous permet de méditer sur la vacuité. Bien sûr que, comme le dit Lama Tsongkhapa, on peut méditer sur la vacuité avant, bien sûr, aussi. C'est tout à fait possible. Vous parvenez alors à unir le calme mental, shamatha, et la vision supérieure, vipassana. Ça veut dire que si vipassana est obtenu, ça ne va pas tarder qu'il y aura l'union de shamatha et de vipassana. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement tout de suite, mais dans les moments subséquents, dans les moments presque ultérieurs, oui, dans les moments qui viennent après, la personne obtient nécessairement l'union de shamatha et de vipassana. Ouais. Et donc elle obtient un samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana. Et ce samadhi qui est l'union de shamatha et de vipassana va devenir la condition dominante pour que cette personne obtienne une réalisation yogique de la vacuité quand le concept disparaîtra. Et là, cette personne obtiendra les vraies voies. Ouais, ça veut dire que Sasanté est en train de parler du lamrim ici, enfin des différentes voies vers l'éveil. Il parle de la voie d'accumulation, ensuite la voie de préparation, et après il va parler de voies véritables. Mais en fait, c'est vraies voies, ouais, comme dans les vérités, les 4 nobles vérités, ouais, qui sont La vérité de la souffrance des origines, de la cessation et des vraies voies. Voilà, exactement. Comme le mantra, paf, paf, paf. C'est peut-être encore presque aussi puissant que le mantra d'Ayamantaka. Vraie souffrance, vraies origines, vraie cessation, vraie voie. Ouais. Et quand on dit vraie voie, ben c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'on commence à la voie de vision, quand il y a une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a aussi la post-méditation, donc le bodhisattva qui va ensuite accumuler la générosité, la patience, l'éthique, etc., va être aussi sur des vraies voies. Mais quand on parle des vraies voies, en particulier dans les 4 nobles vérités, c'est ce qui renvoie en particulier à la réalisation non conceptuelle de la vacuité. Vraies voies qui engendrent nécessairement des vraies cessations. Ouais, et les vraies voies, les vraies cessations, c'est le joyau dharma. C'est ça qu'il s'agit, ouais, pour les bouddhistes qui prennent refuge dans Buddha, Dharma, Sangha. Le Buddha Ratna, Dharma Ratna, Sangha Ratna. Le Dharma Ratna, c'est les vraies voies, les vraies cessations, ouais, qui sont obtenues dans le continuum des Sangha Ratna, ouais, qui ont éliminé une portion des afflictions. Et ceux qui ont éliminé tout ce qu'il fallait éliminer grâce à ça, ce sont les Buddha Ratna, ouais, les Buddha joyaux. Ouais. Ok, wow. Et donc dans ce cas-là, c'est extrêmement profond. Ouais. Ok, ben on a terminé pour aujourd'hui, bravo. J'espère qu'il y a la semaine prochaine, je ne sais pas, on va vérifier. Ok. La semaine prochaine, il y a peut-être le PEBA, donc de Oui, il y a le Sankhya, débat la donc semaine peut-être. prochaine. Ok, donc pas la semaine prochaine. Donc le dimanche 4 juin. On se retrouve le dimanche 4 juin. Ouais, merci. C'était super de vous retrouver. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci, à bientôt. À tous. Ciao, bonne Prenez nuit. soin À bientôt. Merci vous aussi. À bientôt. Ciao.